Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons à distance, en visioconférence avec nous, Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être là. Je vous épargne l'épisode des tarifs pour aujourd'hui. On en reparlera, Pierre-Yves, mais pendant que Donald Trump distrait le monde avec ses annonces et cette première salve de tarifs, il se passe des choses à Washington qui méritent aussi un peu d'attention, Pierre-Yves. Elon Musk et ses amis de la tech sont en train de récupérer les clés du camion fédéral. Oui, il y a une grosse ambiance à Washington en ce moment. Ça ressemble à une Saint-Barthélemy du wokisme et du tiers-mondisme. Scott Bessent, qui a été confirmé comme secrétaire au Trésor, a donné l'autorisation aux services nouvellement créé au sein du pouvoir exécutif pour Elon Musk, qui est chargé de vérifier l'efficacité des dépenses publiques. Il lui a donné les clés du système de paiement du Trésor, qui est ce système de paiement qui distribue tous les paiements du gouvernement américain à toutes sortes d'individus et d'entreprises à travers toutes les activités du gouvernement fédéral. À partir de là, cette équipe de jeunes techniciens qui travaillent nuit et jour, qui dort sur des divans et qui travaillent le week-end, est en train de découvrir comment fonctionne Washington, et quand ils n'obtiennent pas, par le biais de ce système de paiement, les informations qui les intéressent le plus, ils vont frapper littéralement à la porte des agences fédérales qu'ils soupçonnent de gaspiller l'argent public, et c'est ce qu'ils ont fait, notamment à la porte de USAID, l'agence fédérale théoriquement indépendante de financement du développement, agence qui, du coup, aujourd'hui est fermée. Une cinquantaine de ses hauts dirigeants ont été carrément suspendus au cours du week-end parce que les hommes d'Elon Musk ont réussi à s'introduire dans le bâtiment en menaçant de faire intervenir la police fédérale et les US Marshals, ont eu accès à un certain nombre d'informations confidentielles et en ont conclu très rapidement que cette agence était, je cite, un nid de vipères de la gauche radicale marxiste qui déteste l'Amérique. Une organisation criminelle et il y a encore quelques minutes, quand il y a un verre dans une pomme, on peut peut-être retirer le verre et garder la pomme, mais là, il n'y a que des verres dans la pomme, il faut jeter la pomme. Et Donald Trump est tenu au courant minute par minute des travaux de cette équipe d'Elon Musk, semble approuver, puisqu'il a dit, oui, USAID, qui distribue quand même quelques 50 milliards de dollars chaque année, notamment à l'Éthiopie, à la Jordanie, beaucoup à l'Ukraine récemment, cette agence est complètement vérolée, il faut s'en débarrasser, nous allons la tuer. D'autres agences pourraient faire l'objet du même type de traitement. Petit détail, le pouvoir exécutif n'a pas le droit de supprimer une agence fédérale qui a été créée par le Congrès. Et des doutes subsistent encore sur l'autorité légale des jeunes techniciens de Elon Musk d'aller littéralement fouiller dans les tiroirs de toutes les agences fédérales, même s'ils sont missionnés explicitement par la Maison-Blanche. J'ai un point là-dessus, Pierre-Yves, de réflexion personnelle, mais c'est vrai que les marchés accordent quand même un peu d'importance à la manière de faire les choses. Le respect du rule of law, de l'état de droit, c'est quand même quelque chose qui compte à la fin de la journée pour des investisseurs qui prêtent de l'argent à des États, qui achètent ou qui détiennent des actifs d'un État. Que Donald Trump, j'allais dire avec son caractère, sa tempérance, puisse un peu agiter les choses, puisse perturber même ou prendre à revers des marchés, pas de problème, mais j'ai l'impression quand même que le marché va être assez, attentif à le bon respect quand même de la règle de l'état de droit dans un pays comme les États-Unis. C'est important quand même, ça fait partie de la valeur du pays Amérique, ça. Non, bien sûr, il faut une certaine stabilité institutionnelle, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une grande dimension d'intimidation
dans la démarche de la nouvelle administration Trump et dans celle d'Elon Musk, qui fait des choses qui peut-être ne lui sont pas explicitement permises par la loi, mais qu'il les fait quand même, qui peuvent être suspendues par un juge. On l'a vu pour l'annulation de la décision qui visait à suspendre carrément toutes les dépenses visant à subventionner, le mot en anglais c'est grant, à subventionner, à financer sous forme de dons toutes sortes d'activités fédérales. Mais le mal est fait. Le mal est fait parce que même si la décision de suspension de telle ou telle agence est finalement déclarée nulle et non avenue, quelque chose a été cassé dans le processus et les gens ont un petit peu peur et le moral naturellement des fonctionnaires fédéraux en prend un grand coup, il est déjà très très bas. Ne l'oublions pas que personne n'imaginait que la plupart des fonctionnaires fédéraux, à part quelques agences auxquelles on ne va pas toucher, notamment le Pentagone, ont reçu un email en leur disant, c'était la semaine dernière, en leur disant voilà, vous avez jusqu'au 6 février pour démissionner, et si vous le faites, vous serez payé jusqu'au 30 septembre. Ouais. Et l'intitulé de cet email était A Fork in the Road, c'est-à-dire la croisée des chemins. C'était l'expression employée par Elon Musk lorsqu'il a envoyé un email à tous les employés de Twitter qu'il venait de racheter il y a 2 ans, en leur disant voilà, maintenant je vais mettre tout le monde dehors, ou pratiquement. Ceux qui veulent partir peuvent partir tout de suite. It's a fork in the road. Vous êtes à la croisée des chemins. Le parallèle n'a échappé. Si j'en veux pour preuve le nombre de patrons ou patronnes d'agences fédérales qui sont partis avant même qu'on leur demande et avant même que Trump soit installé à la Maison-Blanche. Je crois que ça s'est vu à la SEC, FBI, etc. Enfin, ils sont tous partis en se disant que de toute façon, il n'y avait même plus la place pour mener une bataille, quoi. Alors là, il y a 2 types de responsables qui sont partis. Il y a ceux qui sont ce qu'on appelle des political appointees, c'est-à-dire ceux dont la nomination résulte d'une décision de l'administration politique et qui de toute façon étaient donc plutôt pro-démocrates et étaient susceptibles de se faire remplacer par des plutôt pro-républicains. Ça, c'est assez normal, c'est assez logique. Certains partent avant. Certains partent après la prestation de serment du nouveau président de manière à aider leurs successeurs et pour qu'il y ait une certaine continuité dans le fonctionnement des agences fédérales. Car ne l'oublions pas, il faut au moins 5 ou 6 mois pour que tout se mette en place lorsqu'une nouvelle administration arrive. Mais il y a aussi le départ en claquant la porte de fonctionnaires qui ne sont pas dépendants d'une nomination politique. On l'a vu au Trésor, par exemple, où le responsable du système de paiement est parti en disant écoutez voilà, si c'est comme ça, si maintenant n'importe qui peut me dire ce qu'il faut faire, des gens qui ne connaissent rien au système, moi je m'en vais, bye bye, tant pis pour ma pension. Est-ce que c'est la même histoire ou est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la lutte que mène Donald Trump contre les politiques d'inclusion, d'égalité, de diversité au sein des institutions, au sein des entreprises, donc les politiques dites DEI en anglais, Pierre-Yves. Est-ce qu'il peut, d'une certaine manière, rendre la DEI illégale aux États-Unis ? Il y a un certain continuum. On l'a vu d'ailleurs dans l'affaire de USAID, où on apprend qu'au cours du week-end, cette jeune équipe d'amis recrutés par Elon Musk est allée dans les bureaux du USAID et a vu sur les murs des slogans disant « Ici, nous sommes l'agence qui fait la promotion des LGBT, qui fait la promotion des valeurs woke. » Explicitement, la promotion de tel ou tel type de préférence sexuelle ou de valeur woke est maintenant proscrite par les décrets qui ont été pris par le président Trump. Et donc, toutes ces décorations magnifiques sur les murs ont été promptement retirées des murs de cette agence fédérale. Un petit peu de contexte. En 2023, la Cour suprême a rendu une décision extrêmement importante qui invalide la discrimination positive comme méthode de recrutement des candidats dans les universités, en expliquant que la race de quelqu'un, la race d'un jeune étudiant qui veut aller dans une université, qu'elle soit publique ou privée, ne doit pas être le facteur déterminant de son acceptation ou de son refus.
qu'il y a d'autres éléments dans la formation de la personnalité d'un candidat, dans son expérience de vie, qui sont au moins tout aussi importantes que la race, et qu'on ne peut pas faire de la race l'alpha et l'oméga de l'instrument de sélection, même si on le fait au nom de la promotion de minorités qui se considèrent marginalisées. À partir de là, les conservateurs ont décidé que cette décision ne s'appliquait pas simplement aux universités, mais à toute l'Amérique, à toutes les agences fédérales, à toutes les agences gouvernementales et probablement aussi aux entreprises privées. Ça, la Cour suprême ne l'a pas dit explicitement et elle va devoir se prononcer dans les prochains mois sur des questions tangentes qui vont permettre de faire des conclusions à ce propos. Donald Trump arrive au pouvoir il y a 2 semaines. Un des premiers décrets qu'il signe, c'est d'interdire Diversity, Equity and Inclusion Policies, les politiques de diversité et d'inclusion dans toutes les agences fédérales. Tous les bureaux qui s'occupent de ça doivent être supprimés, toute référence à ces politiques doit être supprimée, et il explique, je le cite, « Les Américains ne peuvent pas être stigmatisés, déconsidérés, écartés d'opportunités d'avancement sur la base de leur race ou de leur genre ». Et ce faisant, par ce décret présidentiel, il annule un décret qui remontait à 1965, qui avait été signé par Lyndon Johnson, et qu'aucun président républicain n'avait osé révoquer jusqu'à présent. À partir de là, les entreprises privées sont-elles susceptibles de tomber sous le coup de ce que la nouvelle administration considère comme cette interdiction? Certaines entreprises privées considèrent qu'elles sont maintenant en danger de se faire épingler par le département de la justice parce que le décret présidentiel dit « Dressez-moi sous 3 mois la liste de 9 sociétés privées, cotées en bourse, fondations, associations qui continuent de pratiquer la discrimination positive et ces politiques de DEI. » Et beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas tomber dans cette situation-là, et Walmart, Target, par exemple, ont décidé de laisser tomber toute leur politique DEI. En revanche, d'autres, et c'est intéressant de voir que Wall Street est dans ce camp-là, en particulier JP Morgan Chase, Goldman Sachs, ont décidé de conserver leurs bureaux dont l'objectif est la promotion de la diversité, parce qu'ils considèrent que avoir des employés de toute gamme d'expériences, avec une plus grande diversité possible, est une valeur importante pour l'entreprise en elle-même. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, bienvenue dans la 3e semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain avec nous chaque lundi dans Smart Bourse sur Be Smart for Change.